Vous voyez, un philosophe, c'est un monsieur qui a envie de comprendre, moi je l'ai aussi, de comprendre tout ce qu'il peut comprendre. Alors il fait défiler toutes les réponses des gens qui ont cru comprendre. Tout ça, ça s'appelle des systèmes philosophiques. Hein. Il les fait défiler tous et puis il trouve que ça ne répond pas aux questions qu'il se pose lui-même. Et du coup, eh bien, il invente un autre système qui, cette fois, estime-t-il, est le bon. Hein. Et ils se mettent à écrire à ce moment-là pour l'avenir et à vrai dire pour toujours. Par exemple, Emmanuel Kant, que j'aime beaucoup, a écrit les prolégomènes à toute métaphysique future, qui voudra se donner comme science. Hein. Bon, autrement dit, comme disait Gusdorff, un philosophe, c'est un monsieur qui veut mettre fin à la philosophie. Hein. Et moi personnellement, j'avoue humblement que l'idée ne m'en est jamais venue. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai rien trouvé du tout, et je suis heureux de n'avoir rien trouvé du tout, bien que j'ai lu le plus possible de philosophes, bien sûr. Je les ai aimés, je les ai tous lus. Et puis je me suis aperçu un beau jour que chacun avait vu un aspect des choses. Et puis personnellement, je n'éprouve pas le besoin de mettre fin à la philosophie. Vous chercheriez vainement le système gerfanioniste et on le cherchera vainement dans les années à venir. Pascal dit cette phrase, il dit « Il faut toujours se souvenir à la fin d'une vérité d'envisager la vérité opposée ». Et vous dites « Les philosophes ne nous ont jamais livré la vérité, seulement fait entrevoir, fait espérer, et pour limiter qu'était été notre espérance, c'était autant de prix sur notre nuit ». Et vous terminez, c'est extraordinaire, en disant au lecteur « Poursuivez votre chemin, devenez cartésien, kantien, marxiste, sartrien, si le cœur vous en dit ». L'essentiel est presque, dites-vous, de philosopher. Oui, ça c'est une leçon que je tiens de mon maître bien-aimé Jean Kelevitch. Il ne faut pas faire de la philosophie, autrement dit en fabriquer, une sorte d'objet comme ça, mais il faut philosopher, c'est-à-dire être toujours, Aristote dirait, en acte, toujours en route, en marche. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être, non pas, on n'arrivera pas, à vrai dire, c'est idiot ce que je dis arriver, on n'arrive jamais, mais peut-être parviendra-t-on à tangenter la vérité le temps d'un soupir, le temps d'un instant. On en aura tant vu que tout ce qui chante dans notre esprit nous aura donné un aspect des choses, et c'était toujours autant de gagner. Mais alors, vous-même, de ce point de vue, vous en êtes où ? Quand vous travaillez... Nulle part. Comprenez, un philosophe, c'est pas une cervelle posée sur une pile de bouquins. Un philosophe, c'est quelqu'un qui respire dans son temps, qui va chercher son journal, qui mange ceci plutôt que cela, etc. Il faut donc que je retrouve son époque. Il faut que je retrouve son temps. Il faut que j'essaie de retrouver ses joies quand il mange ceci ou quand il entend cela. Et l'historien de la philosophie, c'est un historien. C'est d'ailleurs pourquoi, d'ailleurs, vous voyez, dans ma jeunesse, je m'étais diplômé en histoire à l'école des hautes études avec un érudit extraordinaire qui s'appelait Jean Orsibal. Et parce qu'il faut s'acculturer à chacune de ces époques où le philosophe dit ceci plutôt qu'autre chose, parce qu'il aurait très bien pu continuer à raconter tout ce que les prédécesseurs avaient raconté, mais comment ça lui a pris comme ça tout d'un coup? Et vous ne le savez pas si vous ne faites pas de l'histoire et si vous ne connaissez pas aussi parfaitement que possible le moment où il prononce cette parole qu'il estime lui-même unique, le dernier mot. C'est Confucius qui disait qu'il n'avait rien inventé, je le cite de mémoire, et qu'il n'avait fait que transmettre. Est-ce que vous vous situez dans ce lignage-là? Oui, je connais pas Confucius et je le dis je le dis pas à ma grande honte parce que bon, c'est pas. Il dit mon je n'ai boulot. rien créé, je n'ai fait que transmettre. Voilà, je n'ai rien créé, je n'ai fait que transmettre. Là, je ne dirais peut-être pas tout à fait ça parce que on ne transmet pas de façon totalement innocente. Hein.
Et comme on ne transmet pas de toute façon innocente, pas très innocente, il faut se demander ce qui pêche un peu du côté de l'innocence, hein, quand on lit quelqu'un qui commente. Et les gens qui me liront peuvent se demander, tiens, pourquoi il commente ça comme ça et pas autrement? Du coup, je retombe dans ce que nous disions à l'instant, mais c'est passionnant. Est-ce que, par exemple, quand vous disiez chaque philosophe en fait de vérité ne peut énoncer que la sienne, dont l'examen attentif est sympathique, je pense au sens étymologique ici, vous l'entendez. Patein, souffrir ensemble, éprouver ensemble. Donc dont l'examen attentif est sympathique peut nous aider à découvrir la nôtre. Oui. Tout au moins, on aura découvert un peu comment ce bonhomme, au sein d'un monde aujourd'hui disparu, réagissait à ceci, cela, qui était autre que notre ceci, cela d'aujourd'hui. Et rien que ça nous conduit déjà à désabsolutiser, si j'ose dire ce gros mot, à désabsolutiser notre ceci, cela. Nous ne vivons pas dans un monde éternel. Et donc les paroles que je prononce, elles dépendent tellement de l'air du temps, de ce qui s'y respire, hein, que je ne vois pas pourquoi je convertirais ça en paroles éternelles. C'est quelque chose qui non seulement me vient pas à l'esprit, mais qui me rebute. Moi qui ai essayé toute ma vie de comprendre pourquoi Descartes avait dit ça plutôt qu'autre chose, pourquoi Kant s'était éveillé de son sommeil dogmatique, pourquoi j'ai jamais compris qu'on puisse absolutiser les concepts philosophiques. On ne se meut pas dans l'absolu, on se meut dans un temps qui bouge, dans une durée perpétuelle qui est habitée par des tas de gens. Quelle joie d'être historien de la philosophie. On a rencontré tant de gens, quel bonheur d'avoir bu un verre avec Zénon d'Élée, d'avoir bavardé un soir avec Platon qui vous parlait de Socrate. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans, d'extraordinaire. C'était un grand bonheur. Et plus j'y songe, plus je me dis que non, vraiment, j'aurais pas pu être ce qu'on appelle aujourd'hui un philosophe. Je ne suis pas un intellectuel, n'est-ce pas? Moi, je ne défile pas, avec des banderoles, je ne signe pas de pétitions. Simplement, j'essaie très, très bêtement, dans mon petit coin, de comprendre pourquoi un tel a dit ça plutôt qu'autre chose. Et ce disant plutôt qu'autre chose a fait avancer le monde des hommes dans une direction nouvelle, au moins pour un temps, a éclairci un point. Je pense donc c'est pas mal, surtout quand on pense que déjà Augustin avait eu une petite idée de ça. On est promu par tout ce monde et on sait très bien qu'aucun ne peut être absolutisé. Il n'y a pas comme ça des dieux qui tout au long, des dieux philosophiques qui disent voilà ce qu'il faut dire. Non, il faut avoir envie de comprendre, toujours comprendre, et pour ça chercher. Comprendre plus qu'expliquer. Comprendre plus. Oui, à partir du moment où vous expliquez, c'est que vous êtes sûr de vous. Et être sûr de soi, c'est bien la pire chose qui puisse vous arriver. Bon, sinon, pour savoir que le train part à 8h47, et qu'il faut changer à tel endroit pour arriver à la gare d'Austerlitz. Bon, ça, là-dessus, il vaut mieux être sûr. Bon, mais pour ce qui est de l'au-delà des mots, ce que nous visons tous, eh bien, malheur à qui est sûr de lui. C'est la pire chose qui puisse arriver à un philosophe, c'est d'être sûr de lui. Est-ce qu'il y a lieu, finalement, de faire une histoire de la philosophie dans la mesure où la notion même de progrès en philosophie est une notion tout à fait étrange? On ne peut pas considérer qu'on a fait des progrès depuis Platon. Ça non, on n'a pas progressé. Alors, quelle place reste-t-il dans ces conditions à l'historien de la philosophie quand l'objet qu'il se donne n'est pas un objet dont le déploiement est linéaire à la façon dont l'histoire tout court peut l'être éventuellement?
Les savants sont arrivés à des tâches, les hommes de science. Moi, je suis d'une famille de... C'est pourquoi j'étais nul en maths, nul en physique, etc. Je suis d'une famille de physiciens. Bon, eux savent. Ils savent gentiment, d'ailleurs, et mon père savait, mais il savait gentiment, etc. Et il se tournait un peu vers la métaphysique avec une sorte de nostalgie. Bon, mon frère est un mathématicien, physicien aussi, à l'aube du laser avec Kastler. Enfin bon, moi j'étais un peu la honte de la famille, bon, de ce point de vue-là. Mais ce qui m'a toujours motivé, ça a été le besoin justement de montrer que la philosophie n'était pas même si comme vous le disiez tout à l'heure, elle n'aboutit pas, elle ne donne pas un absolu, tenez voici, c'est pour emporter ou c'est pour manger tout de suite, voyez-vous. Bon, malgré tout, ça vaut le coup d'avoir fait toute cette promenade parce que ça permet de prendre contact avec tous ceux qui se sont posés des questions, et il y avait bien une raison pour laquelle ils se posaient une question. Et tout au long de votre vie d'historien de la philosophie, vous rencontrez des types qui se posent des questions. Et c'est un bonheur de les voir se les poser et de les voir essayer, je dis bien essayer de répondre. Et même quand ils ont l'air sûrs d'eux, on sent toujours qu'il y a... il y a un mot magnifique de Bergson, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais je sais que je vais avoir su. Il y a un moment où la vision s'est imposée à vous, puis tout soudain, cet horizon qui prouvait tout s'est éteint, et puis vous continuez à chercher, à marner, comme on disait de mon temps. Bon, voilà, et puis ça continuera jusqu'à ce que Dieu, si le cœur lui en dit, veuille bien vous rappeler à lui. Ce qui est important, là encore, je vous disais tout à l'heure que le philosophe, c'était pas une cervelle posée sur une pile de bouquins, c'est d'essayer de retrouver l'homme quand il se pose la question. Ça l'a pris comme ça un jour de se poser une question. Et tout au long de ma vie, peut-être parce que je me suis toujours posé la question des questions. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question m'a toujours hanté. Et j'aime saisir le mouvement d'une âme au moment où il se pose lui-même la même question qui se pose à nous tous. Oh, bienheureux sont ceux qui ne se la posent pas. Oh, ce que ça doit être confortable. Vous les enviez ou vous les plaignez? Ceux qui ne se demandent pas pourquoi ils sont nés à tel moment. Je me suis quelquefois posé la question que de temps en temps je les envie, et puis de temps en temps je me dis, finalement, s'il fallait remettre ça, j'aimerais mieux faire comme j'ai fait. Parce que je n'y apporte aucune réponse, cette question, pourquoi y a-t-il... Et entre parenthèses, qui a jamais apporté une réponse à cette question? Et comme j'ai éprouvé cette sorte de recherche comme un bonheur, un peu comme quand on recherche dans un roman policier, quand on recherche qui a tué le type ou la bonne femme, il y a un bonheur à se dire, tiens, demain soir, je saurai qui a bousillé un tel, etc. Là, c'est un peu pareil dans l'âme, appelons ça l'âme, si vous voulez, dans l'esprit ou ce que vous voudrez. De toute façon, ça veut rien dire d'une façon comme une autre. Ça veut dire, mais ça dit rien. Bon, dans l'esprit, mettons, d'un historien de la philosophie, c'est de se dire, on va voir comment un tel est arrivé à ça. Chouette, on a fait une découverte il y a pas longtemps. On a découvert et ça va me permettre de mieux comprendre pourquoi voyez. Et ça, c'est ça le vrai boulot. C'est pourquoi il faut être à la fois un peu philologue, un peu philosophe, beaucoup historien. Je m'étais même tapé un petit doctorat de psychologie en douce, histoire de comprendre un peu mieux comment fonctionnait. C'est la seule chose qui me soit vraiment pas trop restée. Il y a un penseur auquel vous me faites penser maintenant. Je vous écoute là.
et j'entends parler d'une espèce de vagabondage philosophique qui va d'une figure à l'autre. Vous parlez aussi de philologie. Vous vous évertuez à savoir pourquoi quelqu'un se pose les questions qu'il se pose. C'est assez nietzschéen finalement comme démarche que la vôtre. Oh, par exemple, ça c'est gentil, ça. J'aurais pas pensé au pauvre Frédéric. Je dis ça comme à Bordeaux, pauvre Frédéric. Il était bien ce type-là. Oui, d'ailleurs, il avait une immense culture. C'est ce qui me plaît chez lui. Il avait une énorme culture. Vous voyez, là encore, il y a un bonheur là-dedans. On le cherche toujours son propre bonheur. Alors voir les gens se débattre dans tout ce monde de contradictions, eh bien, rien que ça, c'est une joie, parce que comme soi-même on est pétri de contradictions dont on n'est pas fichu de se sortir, on dit je suis pas tout seul. Et quand on voit quand on voit Kierkegaard qui patouille pendant un temps infini pour le faire comme ça, il donne l'impression de plus savoir exactement où il en est. Ça vous rassure. C'est égoïste, mais ça vous rassure. Sur Épicure, vous avez cette belle phrase, vous dites « Là où passe Épicure, la métaphysique ne repousse plus. » Oui, précisément. Oui. Et c'est peut-être le seul point par lequel Jean Kelevitch serait épicurien, parce on peut dire que la métaphysique, pour lui, elle n'est jamais qu'en projet, elle ne sera jamais fixée. Il dit quelque part au bout de quelle longueur, à quelle longueur d'onde est-ce que le physique va passer au métaphysique. Ça. On sait bien que le métaphysique est partout présent, comme le physique est partout présent. Hein. Vous revenez souvent, à plusieurs reprises, sur cette tentation pour l'apprenti philosophe, qui est votre lecteur, de lire un penseur en lui greffant les catégories qui sont les siennes. Vous citez par exemple, dans Les dieux ne sont jamais loin, vous dites qu'il faut se débarrasser de l'idée qu'on se fait aujourd'hui, des idées de Platon, pour saisir Platon dans le contexte qui est le sien. Vous citez aussi Sartre, vous dites, vous racontez comment Sartre avait dit saisir les idées de Husserl à partir de ses principes propres et non des miens m'avait philosophiquement épuisé cette année-là. Ou bien encore quand Leibniz dit si quelqu'un réduisait Platon en système, il rendrait un grand service au genre humain, et vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il aurait fait du propre, ce quelqu'un. En quoi il ne faut pas systématiser quelqu'un, c'est automatiquement lui plaquer des concepts, et vous les prenez où, ces concepts? Vous les prenez dans votre temps, hein. Par inspection de l'esprit, dirait Descartes. Voilà, il n'y a pas de concept éternel. Il y a que au moment, si vous voulez, dans le floruite de la scolastique, qu'il y a eu à ce moment-là une éternisation des concepts chez saint Thomas, chez des gens comme ça. Bon, saint Thomas qui était à la mode à son époque, mais qui ensuite a été... je suis sûr qu'il aurait été fou furieux de savoir que le pape Léon XIII l'avait, au temps de Karl Marx et de l'invention de l'électricité, etc., l'avait sacré philosophe éternel. Ça, le pauvre saint Thomas, il serait devenu fou. Mais il ne faut jamais rien absolutiser de nos concepts, de nos propres concepts. Parce que nous vivons dans un temps qui est totalement différent. Si je plaque du 21e siècle, c'est bien au 21e, c'est ça, oui. Si je plaque du 21e siècle sur le pauvre Platon, eh bien je le transforme en quelque chose qui n'a à peu près rien à voir avec Platon. Parce que ce siècle de Platon, on y respirait autrement. Les mots avaient un autre sens, les concepts avaient un autre sens, ça évoquait d'autres sensibilités. Vous étiez ailleurs. Puis tout soudain, on a voulu balancer ça, vous plaquez du 21e sur du 3e, 4e avant Jésus-Christ, ça fait désordre. Hein. Vous imaginez quelqu'un qui plaquera du 40e siècle sur ce que nous sommes en train de raconter en ce moment, hein. J'aime mieux voir ça du haut des balustrades du ciel que de... Oh Seigneur, vous voyez, je pense que...
Non, c'est Julien Gracq qui disait, qui parlait de ces gens, je crois qu'il parlait des critiques littéraires, qui croyant avoir trouvé une clé non de cesse qu'ils aient disposé votre œuvre en serrure. Oui, c'est ça. Ouais. La maltraitance qui est faite par les philosophes contemporains, la façon dont les philosophes contemporains maltraitent leurs prédécesseurs en leur demandant de dire ce qu'ils n'ont pas forcément dit. Oui. Ou ce que ça les arrange, ce qui les arrange d'entendre ou de prêter au type qui les a précédés, parce que ça leur permet de dire oui, mais c'est que moi bel beau mouvement et oh combien désintéressé, hein. Non, alors ça il faut foutre ça en l'air, il faut. Voyez-vous, j'adorais mes étudiants et étudiantes, on s'entendait très bien, j'ai toujours essayé. D'abord, je n'ai jamais engendré de clone. J'ai toujours voulu parce que vos disciples ne vous ressemblent guère. Que le Seigneur en soit béni. Il faut pas qu'ils me ressemblent. Ça serait le bouquet. C'est une autre phrase de Nietzsche, ça, vous savez. Mais oui. N'aie cure de n'être fidèle qu'à toi-même et tu m'auras suivi. Bon dit le Dieu, maître mais à son vous avez disciple. raison. C'est bon Dieu, mais c'est bien sûr. Oui. Non, ça c'est la chose la plus épouvantable, c'est de pondre des gens qui vous ressemblent. D'ailleurs, moi, je promettais de coller les types qui m'auraient répété mon cours. D'abord, je leur disais toujours, je le sais mieux que vous. Et puis, finalement, vous allez me répéter, ça aboutira à rien. Et puis, vous me ferez dire des choses, ça vous vaudra des ennuis. Mais en revanche, à partir du peu que je vous ai raconté, essayez donc de vous trouver vous-même et de trouver des formules qui, etc. Eh bien, ça fait plaisir de savoir que parmi tous ces gens-là, il y en a eu quand même un bon petit paquet qui ont écrit des bouquins, qui ont écrit des articles, etc. Et des choses qui sont pas du tout dans la ligne ou dans le, comment dirais-je, qui sont pas du gerfagnon recraché. Il y aurait pu manquer que ça, je serais furieux. Je serais furieux parce que moi-même en me relisant quelquefois, je me dis mais pourquoi tu as foutu ça? Je suis pas content parce que la formule me plaît pas. La vie est un mouvement, un perpétuel mouvement. Hein. On essaie de se rattraper comme on peut, et puis on est toujours happé par cette lumière qui vient de plus haut, de toujours plus haut, et qu'on n'atteindra jamais. On sera tout juste tangentiel par rapport à ça. Hein. Il y a beaucoup de mystiques à l'envers pour qui Dieu, c'est le diable. Des théologiens tête en bas, des intégristes laïcs qui rient de tout le monde sauf d'eux-mêmes et dont la devise est « circuler, il n'y a rien à croire ». C'est à leur attention, comme à celle du lecteur de bonne volonté, que Lucien Gerfagnon a publié chez Desclés de Brouwer un beau livre appelé « Les dieux ne sont jamais loin », dans lequel il propose ni plus ni moins qu'un armistice entre la science et le mythe, une sorte de trêve entre toutes les versions du monde. Sous la tutelle de Chateaubriand qui disait « Tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois », Gerfagnon, agnostique mystique et l'œil sur la nuit des temps, ressuscite les vérités rudimentaires enfouies sous la science, désigne l'espérance sans en être l'évangile, et raconte en riant les épopées, la Genèse, les théogonies, les métamorphoses et les peurs ancestrales. Bref, quand certains savants se regroupent en chapelle pour dissiper l'obscurité, Gerfagnon s'occupe dans son coin de montrer les dieux et les mirages, comme ça, juste pour voir. Oui, j'ai rencontré, comme historien de la philo, j'ai rencontré pas mal de dieux dans ma vie. Oh là là, ça c'est... j'ai rencontré presque autant de dieux que d'hommes, et tout ça m'a toujours trotté par l'esprit, ce que ces dieux suscitaient dans les esprits ou les âmes, les uns de toutes sortes de gens, les uns des autres, dans toutes sortes de siècles. Ça m'a hanté. Et comme moi-même, j'ai été retenu sur les pentes de l'athéisme par Plotin, qui m'a empêché d'être athée, au fond. J'ai été passionné par cette rencontre avec les dieux, tous les dieux sous toutes les formes, pour savoir ce que cette rencontre produisait dans une infinité de cœurs au travers des âges. Et c'est ça, moi, qui me passionnait, exactement comme les systèmes philosophiques me passionnaient. Pourquoi quelqu'un, je vous l'ai dit l'autre fois, pourquoi quelqu'un dit à penser ceci plutôt qu'autre chose? Comment croyait-on
à ce Dieu-là plutôt qu'à un autre, et pourquoi, et qu'est-ce qu'il apportait, et qu'est-ce que ça leur faisait d'y croire, etc. Donc, c'est toujours la même démarche, essayer de s'introduire discrètement dans la pensée de ceux qui ne sont plus, pour voir à quoi ils croyaient et d'où ils tiraient cette espérance qui avait éclairé leur vie. Dans ce livre, ce qui est très frappant, c'est qu'à l'humour qui vous caractérise dans vos autres livres, c'est vrai, on a le sentiment que se substitue ici une certaine forme d'ironie. Vous êtes mordant parfois, et en particulier à l'endroit de ceux qui emploient l'expression, vous savez, commune, c'est un mythe, pour qualifier le mythe. Vous moquez l'expression et notre époque méprisante, vous dites le mot de mythe dans le vocabulaire courant au XXIe siècle fait tout à la fois la méfiance et la satisfaction d'avoir su déjouer un leurre. Oui, d'avoir triomphé de la foutaise, parce que on estime que le mythe c'est une aimable. Je crois que c'est Rabelais qui aurait dit une coyonnerie. À Bordeaux, dans ma jeunesse, on aurait dit une couillonnade. Et les gens qui croyaient au mythe, on trouve que toujours le Bordeaux de ma jeunesse, ils étaient bien braves. Eh bien, pas du tout. Ces gens-là n'étaient pas plus bêtes que nous, ils l'étaient autrement. Mais enfin, ceux qui disent circuler, il n'y a rien à croire, vous ne les aimez pas beaucoup. Je ne les aime pas beaucoup parce que, non pas parce qu'ils, voilà, ils m'agacent un peu parce qu'ils ne se laissent jamais, non pas convaincre. J'ai jamais convaincu personne, ni jamais surtout eu envie de convaincre quiconque. Mais ils ne se laissent pas, comment dirais-je, raconter un peu pourquoi des gens ont pu croire à quelque chose. Ils estiment dès le départ que croire à quelque chose, c'est prouver qu'on est un crétin. Or, pas du tout. Croire en quelque chose, on peut rester un crétin en croyant en quelque chose, on peut être tout aussi crétin en ne croyant à rien. Or, les gens se figurent toujours que c'est beaucoup mieux de ne croire à rien, ça libère, c'est etc., etc. Pas du tout, parce que immanquablement, il transpose le besoin que nous avons d'espérance, il le transpose sur un autre idéal, un idéal à la hauteur des pâquerettes, en gros. Ben, on a cru à des tas de choses. Il fallait que je passe la liste des mythes auxquels on croit aujourd'hui. À commencer par la nécessité de ne croire en rien. Par exemple, qui est un des beaux mythes. Ça, c'est un mythe redoublé. C'était de ne croire en rien parce qu'il paraît qu'on est mieux, on se porte mieux. Moi, je trouve pas. J'ai été tenté un moment de désespoir par l'athéisme, de désespoir métaphysique un peu. Et puis, je me suis aperçu que ça menait à rien et je vois pas pourquoi. Tant et si bien que j'ai gardé ce qu'on peut appeler une foi, mais une foi qui n'est pas assujettie à des dogmes. Bergson disait quelque part à propos du comique, il disait que le comique, c'est ce qu'on obtient quand on plaque du mécanique sur du vivant. Oui, et vous riez vous-même de ceux qui plaquent la raison sur le mythe. Voilà, exactement. Alors on plaque de la raison sur du mystère, alors on obtient un petit monstre logiquement conçu qui est un dogme. Mais voyez, Lucien Jaffagnon, dans la démarche de Bergson, quand il parle du rire comme de la vie, qui se venge de cette façon qu'on a de plaquer de la mécanique sur elle. Il parle notamment du comique de répétition pour qualifier ça. Il identifie le vivant, en l'occurrence, à ce qui n'est pas contrarié par la mécanique qu'on veut plaquer dessus. Oui. Or, vous mettez le mythe à la même place. Ça veut dire quand même qu'il y a chez vous un privilège consenti au mythe. Oui, un privilège. Sur la raison. Oui, vous prétendez les réconcilier. Ça n'est pas uniquement un privilège, si vous voulez, c'est au moins récupéré comme aujourd'hui avec le féminisme et toute cette sorte de choses. C'est-à-dire qu'au moins, n'est-ce pas, qu'au moins que les femmes soient égales des hommes, bon Dieu, voyez-vous, c'est ça que ça veut dire au fond le féminisme. Et là, je suis tout à fait pour. Eh bien, qu'au moins on dise que, de ce point de vue-là, le besoin du mythique soit admis comme le besoin de rationalité. Voilà, on a besoin d'espérance, on a besoin de mythes exactement qu'on a besoin de comprendre, on a besoin d'espérer comme on a besoin de comprendre. Et je ne vois pas pourquoi, comment dirais-je, interdire aux gens fermer la voie de l'espérance améliorerait leur situation. Je trouve qu'au contraire, elle l'aggrave. C'est Paul Venn qui dit quelque part, qui compare admirablement d'ailleurs,
qui compare la vérité, si vous voulez, les vérités, les strates de vérité à des chaînes de télé entre lesquelles on zappe. Voyez, quand vous dites la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, je me trompe pas, non, j'espère que je me trompe pas, je suis nul en maths, mais bon, quand on dit ça, bon, on dit une vérité mathématique. Si je dis Louis XVI est mort du cancer du foie, je fais une erreur historique, parce qu'il est mort la tête coupée, assassiné au moment de la guerre civile de France. Bon, pauvre garçon, et etc. Bon, il y a des couches de vérité, il y a des strates de vérité, il y a des styles de vérité, et il n'y a pas une vérité unique qui ne serait accessible que par une démarche de l'intellect qui serait unique. Qu'est-ce que c'est que aimer vraiment quelqu'un, la vérité d'un amour? Est-ce que c'est la même vérité que la vérité historique, que la vérité des mathématiques? Non, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est autre, qui est un désir d'espérance. Évidemment, l'ennuyeux, c'est que on n'est pas fichu de définir l'objet de notre espérance en termes qu'aimeraient bien voir définis les amateurs d'absolu de la raison. Hein? En même temps, Lucien Gerfagnon, Paul Venn dont vous parlez, en 1983, et vous le citez, se posait la question de savoir si les Grecs avaient cru à leur mythe. Oui. Alors, tout simplement, quelle foi était la leur? Ah, je dirais, ayant beaucoup pratiqué les Grecs et les Romains, qui sont devenus un peu, j'ai toujours l'impression d'avoir été prendre un verre avec eux, comme je vous le disais un jour. Vous verrez que leur foi, ils en prenaient et ils en laissaient. Il faut tout de suite dire qu'il n'y avait pas de dogme. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas une autorité pour dire si quelqu'un prétend que Léda n'a pas pondu un œuf, etc., du fait d'avoir été, disons, opéré par Jupiter, que celui-là soit anathème. Non, ça n'existe pas. Ça aurait bien fait rigoler les gens si on avait interdit tel bouquin parce que on y parlait des dieux d'une façon qui n'était pas convenable. Il n'y avait pas de dogmatique, il n'y avait pas de magistère, et donc chacun en prenait et en laissait. À ce point de vue-là, je vous réfère à Varron, qui vivait à peu près au temps de Cicéron, c'est un contemporain de Cicéron, qui avait trouvé trois niveaux de Dieu, de croyance en Dieu. Si vous voulez, il y avait les dieux, la théologie qu'il appelait la théologie fabuleuse, c'est-à-dire celle qu'il trouvait dans Homère, Hésiode, etc., les dieux des poètes. Hein. Il y avait la théologie civile, celle qui appelle à chanter la Marseillaise le jour du 11 novembre, vous voyez, n'est-ce pas? Alors on allait faire un sacrifice au dieu pour telle fête locale, parce que ce dieu-là était le dieu de la cité. Et puis alors, vous aviez le dieu des philosophes, la théologie des philosophes, qui était quand les philosophes se mettaient à parler de Dieu. Et alors là, ça devenait infiniment moins clair. Sénèque disait lui-même qu'il était beaucoup plus facile de se faire entendre d'accorder 2 horloges que 2 philosophes. Hein. Et les horloges, c'est des horloges à eau à l'époque. Hein. Et est-ce qu'il ne s'agit pas non plus de la foi dont vous parlez, qui cherche au fond de la jarre de Pandore avec un calme désespoir, s'il ne resterait pas encore un tout petit rien d'espérance au fond? La foi, c'est... Je me rappelle un jour, bavardant avec un très éminent, c'est le cas de le dire, et très vieil ami, le cardinal Poupart. Nous parlions de la foi, et il m'avait dit, vous savez, Gerfagnon, la foi, ne cherchez pas de complications. La foi, c'est l'espérance dans un amour. Et je n'oserais pas citer ce texte si je ne l'avais vu depuis, écrit par lui dans un de ses bouquins. Et ce jour-là, je me rappelle encore, c'était dans l'enclave vaticane de la Piazza San Callisto. Je me rappelle encore je lui avais dit, mais alors, Éminence, mais je l'ai, la foi, là. Et il m'avait répondu, évidemment. Et il m'avait, à ce moment-là, mis avec énergie dans l'ascenseur et on s'était fait un signe.
Et vous voyez, ce souvenir-là ne me quittera jamais. C'est l'espérance dans un amour qui vous fait dire que on se prend à rêver d'un monde sans anathème où le savoir de l'espérance viendrait magnifier l'espérance du savoir, où en somme le mythique et le rationnel, le cru et le su, comme vous dites, seraient réconciliés au lieu d'être confrontés de façon absurde par l'intelligence humaine. Et contentieuse, oui. Voyez, moi, s'il fallait que je définisse ma foi chrétienne, une supposition, ça n'est pas défendu, je dirais. S'il faut absolument que je la définisse, ça serait à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque des disciples partent de Jérusalem complètement désespérés. Ils ont vu Jésus crucifié, c'est foutu, bon, ils avaient cru à une immense espérance, etc. Et puis, ils sont là sur le chemin, parlant de toute cette tristesse, leur rancœur, leur tristesse. Et puis il y a quelqu'un qui les suit. Et puis ce quelqu'un les accroche au passage. Et puis il leur parle. Et puis à un moment donné, ils lui disent Seigneur, autrement dit Monsieur, Seigneur, reste avec nous parce que il se fait tard. Et ils vont dans un Novotel du coin ou un vague bistrot, et là, ils mangent ensemble et ils le reconnurent à la fraction du pain. C'est tout. Je préfère ça à des pages et des pages de la dogmatique qu'on trouve dans le Denzinger, Banvart, etc., etc. Voyez-vous, s'il fallait que je définisse ma foi, ou dans celle de Cadan, la foi de Calvin, etc., voyez, ma foi, ça serait, voilà, étant protestant, ma foi, ça serait celle des pèlerins d'Emmaüs. Et je crois qu'elle est parfaitement compatible avec le fait que j'ai travaillé toute ma vie, j'allais y ajouter un adjectif bordelais, toute ma vie sur la façon de penser de tous les auteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge. J'aime bien. Cette foi qui est la vôtre, est-ce que c'est celle qui vous fait dire que, en dépit, Lucien Gerfagnon, en dépit des hautes capacités d'abstraction des philosophes, du raffinement critique des historiens, je vous lis, du libertinage métaphysique des poètes, les dieux sont toujours là. Ils sont jamais loin. Je préfère dire d'ailleurs, finalement, qu'ils sont jamais loin plutôt que toujours là. Vous avez écrit toujours là. J'ai écrit toujours là. Oui, et vous dites après, rien ne vient remettre en question ce fond diffus de piété qui se rappelle à vous de temps en temps dans les petits bonheurs, les grands malheurs et les cérémonies officielles. Oui, c'est vrai, pour bien. Et là, vous voyez le coup des cérémonies officielles, parce que c'est Varron qui me revenait en esprit, vous voyez, ce qui prouve que j'ai fait un aimable, comment dit-on ça, dans le français d'aujourd'hui, mixing, n'est-ce pas? Dans Les dieux ne sont jamais loin, au début du chapitre intitulé L'aurore des dieux, vous substituez votre propre mythologie, vos propres scènes primitives aux mythes dont vous parlez, à Gilgamesh, Adam et Ève, ou la théogonie d'Hésiode. Et bien là, vous remplacez ça par une nuit d'orage, 14 juillet 1925, votre premier orage conscient, dites-vous. Et alors vous êtes dans les bras de votre mère. Je m'y retrouve encore, là, vous voyez, je vois le noir. C'était à Poitiers, si vous voyez, mon père était nommé à Poitiers, là. Les fils de fonctionnaires, ça va partout. Et là, je me revois encore ce tonnerre, il faisait pépère. L'électricité, naturellement, s'était éteinte, bien sûr, pour que ça soit plus drôle pour un gamin de 5 ans. Et j'entends ce bruit effroyable. C'est la première fois que je voyais des éclairs. Et je ne savais pas encore dire « nous sommes foutus » ou quelque chose comme ça, puis j'avais pas le droit de dire gros mots, mais c'était ça que je pensais au fond, et je m'étais réfugié sur les genoux de ma pauvre mère, bien planqué de façon à ne pas voir ça. Mais alors vous décrivez la chose, vous dites, vous êtes dans les bras de votre mère sur ses genoux, votre père fait le scientifique, qui vous explique que tout cela n'est pas si grave, et vous avez deux grands-mères, dites-vous, l'une dévote et l'autre non. Oui, il y en avait une qui était pratiquement athée, mais malgré tout, quand il y avait de l'orage, elle avait tendance à se souvenir d'un très vague christianisme de sa vraiment toute prime jeunesse. Vous parlez de son recueillement. Elle devenait recueillie à ce moment-là. Oui, très recueillie. Quant à l'autre, elle se livrait, elle se promenait avec un cierge. Enfin, c'était,
Oui, c'était très drôle. Il y a un mélange catholique-protestant chez nous dans la famille, un peu de tout. Mais si bien que, vous voyez, je les voyais quand même touchés par cette histoire de... Et moi, maintenant, je savais... Bon, j'avais toujours un peu la trouille, comme on dit élégamment, mais je savais depuis que mon vieux papa qui était à l'époque mon jeune papa, m'avait expliqué que c'était tout simplement comme quand j'avais un court-circuit, j'avais mis mon doigt dans la prise de courant, qu'il y avait une petite flamme qui en était sortie, j'avais été secoué. Bon, tu vois, ça c'est une beaucoup plus grosse flamme, il vaudrait mieux que tu ne sois pas, etc. Donc j'avais compris. Et pourtant vous étiez vraiment dans cette scène primitive, vous êtes vous l'enfance de l'humanité en l'occurrence, c'est-à-dire dans l'état de celui qui voyant un éclair pense que Dieu est fâché. Ouais. Au moment mythologique de l'humain, votre père serait à ce moment-là le spinoziste, pour qui les croyances et la foi seraient l'effet d'une ignorance et d'une sanctification des phénomènes encore méconnus ou incompris. Mais mon père avait les deux cultures, si vous voulez. C'était peut-être un peu juxtaposé chez lui, mais c'était sincère des deux côtés. Et il était sincèrement croyant, du fait de ma pauvre mère, qui l'avait en quelque sorte amené à être croyant, et il était en même temps très rationnel, hein, très rationnel, écrivant dans les revues mathématiques, écrivant des articles impénétrables, c'est un autre mot qui me vient à l'esprit. Alors, pardonnez-moi, mais si l'antagonisme entre le cru et le su, entre la théologie et la philosophie, ou bien la mythologie et la rationalité vous semble si artificiel, est-ce que ça vient pas tout simplement du fait que votre père était l'un et l'autre? Il était l'un et l'autre à la fois. Il avait su vivre. C'est possible d'ailleurs que son expérience m'est en quelque sorte un peu hanté. Ils vivaient l'une et l'autre expérience. Effectivement, le plus drôle, c'est que c'est vous qui m'en faites prendre conscience à cet instant. C'est très curieux. Je n'avais jamais focalisé ça sur lui, vous voyez. Peut-être cette façon de toujours quand les philosophes, là je mets des guillemets, mettons surtout l'historien de la philosophie, de vivre toujours dans 36 pensées à la fois. Effectivement, j'ai pas pensé à ça. C'est possible qu'il y ait eu là. De fait, de temps en temps, ça m'a peut-être posé des questions. Mais ces questions, j'étais trop jeune pour les resserrer dans une dialectique. Alors, Lucien Jaffagnon, dans le récit de cet orage, vous dites que que cet orage vous élève à une dimension nouvelle de la vie, dans la mesure où elle vous fait prendre conscience de votre vulnérabilité. Oui. Vous parlez de la vision de votre finitude, confirmée, dites-vous, par votre première vision de l'océan dans les houles du golfe de Gascogne. Oui, en 1932. La première fois que j'ai vu l'océan. Et je me disais qu'en face, il y avait l'Amérique. Il suffisait que je me jette à l'eau, j'allais en Amérique, ou plutôt je devais aller à 50 mètres un peu plus loin, ensuite de quoi c'en était fini. Bon, j'ai su définitivement que nous n'étions pas grand-chose sur Terre, qu'il n'y en avait pas pour longtemps, et qu'il était peut-être bon d'essayer de comprendre un peu. Mais je me suis su mortel très tôt, hein, très tôt. Je me suis su mortel à la mort de ma pauvre mère. J'avais moi-même 6 ans, donc j'ai su ce que c'était que mourir. Et ensuite de quoi ils sont tous tombés comme des mouches dans ma famille, les grands-pères, les grands-mères, etc. Tous à peu près dans le même moment. Et donc j'ai su que un jour ou l'autre, là en l'occurrence ça a été plutôt l'autre. Ça m'arriverait. Hein. Je me rappelle Sioran qui dit « Celui qui n'est pas mort jeune s'en repentira tôt ou tard ». Vous citez aussi dans le même chapitre Ionesco qui dit, dans le Roi se meurt, tout le monde est le premier à mourir. Ouais. Et vous commencez ce chapitre par le Requiem de Mozart. Ouais. Et vous dites ceci, vous dites « Je sais plus d'un athée fervent ». Sidéré malgré lui par les stances de terreur et d'espérance qui s'y trouvent. Et vous terminez ironique en disant c'est la musique sans doute. Oui, c'est vrai que quand le grand orgue se déchaîne dans une église catholique et que les chants s'élèvent, ça, je pensais à quelqu'un de très précis, plus athée tu meurs,
qui me dit quand même, quand vous prenez le lié ciré en pleine poire, quand même, hein, et le me dit j'ai tout. Je le citerai pas, bien entendu. Et dans ce chapitre, vous parlez de l'espérance de Socrate. Vous terminez sur l'espérance de Socrate, qui, dites-vous, donc condamné par un tribunal populaire et qui, je vous lis, de Crétin, oui. Et oui, le tribunal de Crétin, qui se disposait paisible, sans angoisse, à avaler le bouillon de 11 heures servi par la démocratie athénienne. Donc tous les messieurs homais d'Athènes avaient condamné Socrate à mort. Ils étaient tous réunis. Et vous citez Socrate qui dit « J'ai bon espoir qu'il y ait quelque chose après la mort ». Oui, le terme c'est Euelpis, une belle espérance. En grec, Euelpis, hein, une belle espérance. Est-ce que Socrate, à ce moment-là, décrit un état qui serait le vôtre, tout simplement? Oui, c'est pourquoi je suis très socratique. C'est bizarre, mais Socrate, c'est un peu... Je le retrouve avec mon vieux maître Jean Orsibal, avec Vladimir Jankélévitch. Il y a Socrate aussi. Et si j'en étais capable, quand j'évoque Socrate, j'écraserais une larme. Vous voyez, parce que je l'aime bien. C'était un bon maître. Je l'ai bien aimé. Et exactement comme ses disciples-là, tout autour, qui l'ont accompagné à ce dernier moment, et qu'il a quelque peu engueulé, surtout celui qui s'était mis à pleurer, il ne savait pas la tête, enfin... Surtout celui qui pleure, si oui. vous-même pleurez, vous allez vous faire engueuler par Socrate. Je me fais engueuler, c'est pourquoi je me garde bien de pleurer, c'est pourquoi j'ai dit que si je pouvais écraser une larme, je l'écraserais, mais je l'écraserais pas. Voilà, oui, il m'est toujours présent, parce que comme il a ouvert à peu près tout le monde de la philosophie, eh ben il m'y a ouvert aussi... Mais il m'y a ouvert au travers de Plotin, vous voyez, je reviens toujours à ça, au travers de tous mes philosophes bien-aimés, et à chaque instant, ben, c'est le moment de commencer à s'y mettre. Et pourtant maintenant, je suis largement dans la 8e dizaine et il faut que je commence à m'y mettre. Lucien Gerfagnon est un historien formé par un expert du présent. Des livres que Vladimir Jankélévitch consacre à l'instant, au je ne sais quoi ou à la nostalgie, Gerfagnon retient l'idée qu'un paradis est toujours perdu. Mais du plaisir qu'il avait à discuter sans fin avec ce grand vivant, il conserve comme un impératif catégorique l'idée toute bête qu'on n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne vous a rien fait. Le premier texte de Jankélévitch était un mémoire de maîtrise consacré à Plotin. Les éditions du Cerf viennent de le publier avec une préface de Lucien Gerfagnon dans laquelle, sous l'égide de Bergson, il parle de la métaphysique comme étant paradoxalement la meilleure façon d'approfondir l'expérience. En réalité, Plotin, Bergson, Jankélévitch et Gerfagnon forment un quatuor. Ce sont les ancêtres et les héritiers d'une tribu de philosophes que l'abstraction rapproche du monde au lieu d'en éloigner. Jankélévitch et Gerfagnon, l'élève et le maître, côte à côte, dans l'ordre alphabétique de l'histoire des idées, appartiennent au cercle très ouvert des penseurs qui se contentent de ne pas trouver ce qu'ils cherchent et de ne jamais chercher ce qu'ils sont certains de trouver. Entre l'apprenti philosophe qu'aucun dogmatisme n'avait contaminé et le libre penseur qui riait de tout, y compris des catéchumènes prolétariens, ce fut un coup de foudre réciproque. Ces deux électrons libres au temps des groupuscules avaient beaucoup à se dire et se comprenaient à demi-mot. Ainsi, l'antiquisant Gerfagnon apprenait-il chez cette espèce de Socrate qu'était Jankélévitch, ce descendant spirituel de Plotin, l'art de n'avoir pas réponse à tout, de parler du sérieux avec humour, et de se méfier, surtout, des geôliers qui détiennent la vérité au péril de la modestie. Vladimir Jankélévitch, vous voyez, pour moi, il est pas mort. Pour moi, c'est un air qui se donne. Il est toujours parmi nous, et je ne suis pas le seul. Nous téléphonons assez souvent avec un de mes complices qui a été comme moi assistant ou chargé de cours de Jankélévitch à un moment donné à la Sorbonne, Pierre Trottignon, qui lui-même a écrit pas mal de choses. Et alors quelquefois notre Jankélévitchisme ressort parce que il nous arrive, n'est-ce pas, de l'imiter, d'imiter son débit. Et puis nous nous mettons à rigoler, mais si nous rigolons, c'est parce que il est toujours là, il est toujours présent, et que lui-même aimait bien rire, même rire de lui-même à l'occasion. Et il s'en faisait pas faute. Comment l'avez-vous rencontré ?
Oh, d'une façon toute, j'allais dire, mais là encore, ma pauvre grand-mère dirait toute bête, j'avais un sujet, j'avais un sujet de thèse en tête, hein, la banalité. Je me dis, c'est curieux, on dit tout le temps c'est banal, ça revient 36 000 fois. Et puis, en fouillant un peu là-dedans, je m'étais dit, mais sapristi, il y aurait quelque chose à dire de bergsonien, puisque Janquet était bergsonien, on dit toujours Janquet entre nous, Jankélévitch était bergsonien, moi j'étais un peu bergsonien aussi fatalement, on aimait Plotin tous autant qu'on était là, et puis je me disais, oh, il y aurait quelque chose à dire sur la durée unique que nous faisons durer, la nôtre, qui est un absolu d'unicité, nous, et puis cette durée qui nous entoure et que nous faisons vivre aussi, que j'ai appelé la co-durée, la durée commune. Et on baigne là-dedans, on respire l'air du temps, on souscrit ou on souscrit pas au politiquement correct, au religieusement correct, ou tout ce que vous voulez. Enfin, et puis j'avais présenté ça à Jankélévitch, et puis il m'avait dit ah ben ça, oui, ça c'est une bonne idée. Et puis alors tout d'un coup, il avait pris un air un peu sévère. Je me demande comment j'y ai pas songé moi-même. Et du coup, là, j'ai su que mon sujet de thèse était sauvé. Et eh bien, pendant quatre années de ma vie, 4 années et demie, j'ai travaillé là-dessus au CNRS, et puis j'ai sur la banalité. Sur la banalité, ce qui m'a fait un bouquin de 575 pages bien serré chez Evrin, sous une couverture, la couverture funèbre, n'est-ce pas, funéraire de l'époque, et tout au long, nous sommes rencontrés bien des fois avec Jankélévitch. Il y avait quelque chose chez Jankélévitch de ce que Baudelaire décrit dans Le peintre de la vie moderne, cette façon qu'a le poète ou le flâneur d'enchanter le monde, de faire de l'or avec de la boue du quotidien. Il avait cette façon de transcender la banalité. La banalité n'était jamais banale. Voilà. Et tout ça sans en avoir l'air. Jamais Jankélévitch ne faisait de manière. Il était toujours lui-même, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ou rigolard ou furieux, mais toujours lui-même, paisiblement et sans chercher à être à paraître, à être autre chose. Il avait un sens, une acuité de dérision qu'il s'appliquait à lui-même, qu'il appliquait à ce qu'il était en train de faire, et qu'il appliquait, il n'hésitait pas à appliquer aux autres. C'est ainsi, par exemple, que pour me conforter dans mon travail de thèse, regardant ma serviette, il me dit, eh bien, monsieur Gerfagnon, ce sera une grande thèse. D'abord, écoutez, vous avez déjà une grande serviette. Je savais que nous ne nous prendrions pas au sérieux ni l'un ni l'autre dans l'acte de diriger pour lui ou de faire, pour moi, une thèse. C'était quelque chose qui n'avait rien de pontifical. Et il avait un grand sens de la liberté. Il voulait que le type qui travaillait pour lui sorte de son propre fond, non pas du Jankélévitch, mais sorte du Tartemol ou du Tartampion. Oui, vous parlez de Tartemol parce que dans votre histoire de la philosophie, oui, vous avez un personnage qui revient souvent, qui est Jean Tartemol, qui est au moyen, d'ailleurs que vous médiévisez, si j'ose dire, au Moyen Âge, puisqu'il devient Jehan Tartemol. Oui, sire Jehan Tartemol. Qui est ce Jean Tartemol, Lucien Gerfagnon? C'est un personnage commode. C'est un pur concept qui signifie l'individualité. Plutôt que de parler en ennuyant tout le monde, et c'est un autre terme qui me venait à l'esprit, au lieu d'ennuyer tout le monde en parlant de choses concrètes de façon abstraite, comme si souvent dans les bouquins de philosophie, dans les manuels et dans tout ça, qui vous découragent à jamais de faire de la philosophie, eh bien, j'avais essayé d'évoquer une individualité avec un nom idiot dont on parle quelquefois. On dit, Tartampion ou Tartemol. J'ai trouvé que Tartemol c'était pas mal. Alors du coup,
coup, Tartemol me permettait d'expliquer toutes les catégories d'Aristote, par exemple, qui sont à mourir de rire, comme chacun sait, d'expliquer la matière et la forme, d'expliquer la substance et l'accident, la substance Tartemol, n'est-ce pas, qui accidentellement se retrouve en pyjama, dites-vous. Voilà, c'est ça, et c'est un accident, hein. Et quod accidit, disent les scolastiques, et alors au Moyen-Âge, bien sûr, il devient fatalement Messire Jehan Tartemol. Ça aurait bien été une feinte aussi à la Jankélévitch. Vous citez Jankélévitch dans Les dieux ne sont jamais loin, vous avez consacré un livre à Jankélévitch, mais dans Les dieux ne sont jamais loin, vous dites, en fait vous ne le citez pas, mais vous le reprenez à votre compte, vous dites cette phrase, vous dites « On n'a jamais besoin d'autant de mots que pour suggérer l'ineffable ». Nous sommes ainsi faits qu'il nous faut beaucoup parler pour inviter au silence. Oui. Ce qui rappelle Jankélévitch. C'était quelque chose qui me venait à l'esprit. Je savais qu'il avait dit quelque chose qui était proche de ça, mais je ne sais pas une citation. Comment dirais-je, je ne lui ai pas piqué, si vous voulez. Ça finit par me hanter, tant et si bien que ce qu'a dit Jankélévitch, quelquefois c'est un peu comme ce qu'a dit. Ça l'amuserait que je dise ça. Ce qu'a dit Jésus, qui me revient à l'esprit, vous voyez, où le Seigneur a dit. Bon, et je cite une parole de Jankélévitch comme on cite un verset de la Bible. Non pas que je m'y sois inféodé. Il aurait été fou furieux. Non, vous l'avez repris à votre compte. Oui, mais il savait que je pouvais pas m'inféoder à lui parce que bon, il me connaissait. Et il savait que j'avais pas le goût de l'inféodation, et lui, il avait moins que personne le goût d'avoir d'engendrer des clones, hein. Il avait cette générosité qui est celle de l'un, par parenthèse. C'était l'un plotinien, vous voulez dire. Mais oui, c'est celle de l'un plotinien. Qui donne par surabondance. Il donnait par surabondance, et il vous donnait de quoi devenir. Écoutez, Plotin m'a donné de quoi devenir Gerfagnon. Vous me direz que ça va pas chercher loin, mais et Jankélévitch a perfectionné également ce moyen de devenir le Gerfagnon en question, hein, qui fait ce qu'il peut et sans plus. Hein. Nul ne doit souffler plus haut qu'il n'a l'esprit, si j'ose ainsi m'exprimer de façon claire et distincte. Nietzsche disait il m'est odieux de suivre autant que de guider. Est-ce que cette phrase s'applique à Jankélévitch? Oui, il ne suivait pas, il ne guidait pas. Pas plus d'ailleurs que Bergson, par parenthèse, hein. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Bergson ait été pour Jankélévitch ce qu'on entend habituellement par maître. C'était un inspirateur. Il ne guidait pas. Il vous donnait, il vous suggérait l'envie de peut-être d'aller dans cette direction-là, parce que déjà chez Bergson, il trouvait la même chose. Ce ne sont pas des dogmatiques. Ni l'un ni l'autre ne sont des dogmatiques. Je pense à une parole de Bergson, à quelqu'un qui est un ballot qui lui avait demandé, un quelconque Tartemol qui lui avait demandé quelle sera au fond la prochaine philosophie, et Bergson lui avait répondu, écoutez, si je le savais, je la ferais. Jankélévitch dit que la curiosité s'oppose à la sympathie comme l'amateur à l'amant. Et il dit, si vous m'aimez, alors vous n'êtes pas curieux de moi. Et il dit même, c'est quelque part dans l'inachevé, que il rêve de rapports humains où deux êtres qui s'aimeraient tellement qu'ils renonceraient à se connaître l'un l'autre. Chez lui, il n'y avait pas, on aurait cherché vainement, le regard sur lui-même. C'est toujours un regard sur la durée, sur ce qui dure, et un regard en même temps. Voilà. On ne s'arrête jamais. À partir du moment où on s'arrête, on devient idiot. Ça devient stupide. Supposez qu'ayant fait beaucoup de physique, vous au moment si vous avez une question de longueur d'onde, vous arrivez à de la métaphysique.